Madame, Monsieur, bonsoir. Politique monétaire et dette au menu de questions d'actu ce soir. On revient ainsi dans cette émission sur le relèvement, sans surprise, du taux directeur de 50 points à 2,5%. Taux directeur de la Banque centrale, bien naturellement. Deuxième hausse au cours du dernier trimestre de cette année, identique à celle opérée par Banque El Maghreb fin septembre dernier. Et ce pour pallier à l'inflation qui devrait atteindre, toujours selon Banque El Maghreb, 6,6% en 2022. Banque El Maghreb emboîte ainsi le pas à la Banque centrale européenne et à la Fed, à la Réserve fédérale américaine, et pour cause, les perspectives de l'économie mondiale sont plutôt moroses et continuent de se détériorer avec une forte baisse de la croissance attendue pour l'année de 2023. Côté impact cette fois, entre la dépréciation des monnaies, l'inflation et l'alourdissement du poids de la dette, et si les pays en développement payaient ou venaient à payer au prix fort le changement de politique monétaire de l'Occident, à savoir donc principalement les États-Unis. Sans oublier les effets à court et moyen terme de la hausse du dollar. Nous allons également discuter aussi dans cette émission de l'impact de cette appréciation du dollar et comment la hausse des taux peut impacter l'épargne, l'entreprise et la consommation. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir professeur Omar Bako, économiste et spécialiste des politiques de change. Bonsoir Omar Bako, bienvenue sur ce plateau. Merci Khadija. Et j'ai un plaisir renouvelé d'accueillir une nouvelle fois donc sur le plateau de questions d'actu professeur Zakaria Firanou, professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Firanou. Bonsoir Khadija. Et bienvenue à vous également. Première question. Pour moi. Elle n'est pas des plus simples et elle pose aujourd'hui beaucoup de questions chez les économistes du monde entier. L'inflation est-elle proche de son pic ? Très bien. C'est quoi le pic de l'inflation, a priori ? Bon, le monde n'a pas vécu l'inflation aujourd'hui, donc nous avons des histoires par rapport à l'inflation. Il y avait des moments où même, je parle ici des années 70, des années 80, on avait des pics d'inflation qui étaient en milliers dans des pays. Bon, heureusement, le Maroc n'a pas frôlé ce seuil-là, mais l'inflation, les mouvements hyperinflationnistes, on les a déjà vécus. Mais depuis, je pense, après les rentrées, un peu ce qu'on appelle la libéralisation, les politiques de libéralisation, avec Margaret Thatcher et aussi Nixon, on est parti vers ce qu'on appelle une politique monétaire qui était plus stricte, plus restrictive en matière de gestion d'inflation, surtout avec l'indépendance des banques centrales qui sont devenues un peu, je dirais, une arme très très fiable par rapport à la gestion de l'inflation. Mais aussi, il faut rajouter un élément très important, c'est que nous les économistes, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette inflation qui vient de la monnaie. Donc, lorsqu'on avait l'inflation qui venait de la monnaie, lorsqu'on avait les possibilités de seigneuriage, lorsqu'on avait les possibilités que le Trésor puisse avoir recours à ce qu'on appelle la planche à billets, etc. Et donc, c'est un problème d'indépendance de la Banque centrale. Donc, on n'était plus dans ces mouvements inflationnistes qui touchaient un peu des seuils extrémistes. Aujourd'hui, bon, oui, dans les 20 ans qui sont passés, ici, dans l'économie marocaine, nous avions un taux d'inflation qui était en moyenne sur le long terme. C'était 1,9%, si je prends la moyenne de long terme, la tendance, ce qu'on appelle le trend de l'inflation. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, arrivé à un seuil de 6%, 7%, 8%, le HCP, il déclare que le IPC a augmenté ce mois-ci à 8,8%. Donc, ces seuils-là, ce sont pour nous des seuils extrêmes. Mais dans l'histoire de l'économie, des prix à la consommation. Voilà, l'indice des prix à la consommation. Pour nous, maintenant, c'est un seuil extrême. Mais pour l'histoire, ce sont des niveaux qui n'arrivent pas à ce que nous avons vécu dans les années 80, les années 70, etc. Et donc, maintenant, moi, je pense que l'inflation, bon, aujourd'hui, puisque ça vient des sources qu'on appelle nous réelles, ça veut dire que ça vient un peu de la chaîne de production, de la chaîne de la consommation, etc. Et donc, elle va être tributaire, je pense qu'au Maroc, elle va être tributaire de ce qui se passe au niveau international. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que lorsque je prends la structure des prix au Maroc, nous avons les prix échangeables et les prix non échangeables. Nous n'avons pas une certaine dominance des prix qui sont non échangeables. Les prix échangeables, à peu près, d'après les études, ils représentent à peu près 90%. Et donc, ce qui fait que tout mouvement à la hausse des matières premières, tout mouvement à la hausse des produits énergétiques, de tout ce qu'on importe de l'extérieur, s'il augmente, on sera conditionné par un niveau inflationniste qui sera très élevé. Mais maintenant,
nous savons également que nous avons une arme qui est très très importante au niveau de l'économie. On peut parler après de sa efficacité. C'est ce qu'on appelle la politique monétaire, c'est-à-dire la possibilité de changer les taux directeurs. Et donc là, nous avons cette possibilité qui pourra, sur le moyen ou sur le court et le moyen terme, gérer un peu ces taux d'inflation qu'on voit aujourd'hui et qu'on pourrait voir durant l'année 2023, même si les perspectives en termes d'inflation disent que nous allons avoir une certaine atténuation de ce taux d'inflation. C'est pour ça que je parle de pic, parce que c'est comme une courbe. Donc, est-ce qu'on a atteint le pic de l'inflation pour repartir à la baisse, et selon toujours les prévisions, n'est-ce pas, de Banque Mondiale, qui s'attendent justement à une baisse de l'inflation en 2023. Regardez, lorsqu'on parle... Donc là, on ne peut pas voir pire, en fait, en gros. Lorsqu'on parle des prévisions de la Banque centrale, ce sont des prévisions qui sont élaborées à travers un cadre analytique. C'est-à-dire que c'est un cadre prévisionnel qui utilise des hypothèses, des modèles. Maintenant, si tout se passe comme c'est prévu en termes d'hypothèses par la Banque centrale, c'est le pic. On va arriver à atténuer et revenir un peu à la tendance de long terme qui est entre 2 à 3% en termes d'inflation. Maintenant, si les hypothèses changent, ça veut dire que nous avons quelque chose qui se passe au niveau international, une conjoncture qui change, la guerre en Ukraine prend une autre tendance, etc. On ne sait pas. Donc s'il y a un mouvement ou un choc qui pourra venir sur le marché international, là, les hypothèses seront frôlées, ça veut dire qu'on ne va plus les respecter, et automatiquement, on peut aller vers une inflation qui sera plus importante. Regardez, il y a un scénario qui a été mis en relief par la Banque centrale dans le communiqué, c'est qu'il parle un peu de ce qu'on appelle la décompensation et son impact sur l'inflation. Maintenant, la Banque centrale en 2024, elle a sifflé le chiffre de 4,2%. Moi, je pense que c'est un chiffre qui est minimaliste. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à plus. Et donc là, ça, c'est un choc qui pourra affecter un peu la tendance inflationniste au Maroc et qui pourra, je ne sais pas, est-ce qu'on va revenir à 6 qu'on voit aujourd'hui ou 7%, ou est-ce qu'on va partir plus? Mais je dis simplement, c'est que s'il y a un choc qui va impacter ce qu'on appelle les sources réelles de l'inflation, qui sont la production, qui sont les matières premières, les inputs de la production, automatiquement, nous aurons une inflation. Mais maintenant, le problème ne se pose pas à quel seuil on va arriver. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que nous avons les instruments pour gérer cette inflation? Et est-ce qu'ils sont efficaces? C'est ça la vraie question. Oui, nous allons parler d'autres instruments justement qui ont été également évoqués à l'issue de ce conseil de Banque al-Maghreb, donc évoqué par Si Abdelatif Jouari. Avant, vous avez évoqué Nixon. Je voudrais revenir sur son secrétaire au Trésor, John Connolly, qui disait que le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Vous avez parlé tout à l'heure de la planche à billets. C'est aujourd'hui, sans revenir vraiment aux raisons de cette inflation, mais est-ce que nous ne subisserions pas aussi l'impact des politiques monétaires des États-Unis au Maroc et de la Banque centrale européenne, selon vous, Omar Bakou? Non, a priori, je ne pense pas que par rapport à la question de l'inflation, du niveau général des prix observé au Maroc, et notamment cette poussée inflationniste enregistrée durant l'année 2022, qu'elle est due à essentiellement la politique monétaire. Non, certainement pas essentiellement. Il y a toutes les raisons qui ont été évoquées par Christophe Ferrano. Toutes les raisons qui ont été évoquées. Mais les politiques monétaires, pour beaucoup d'économistes, ça pourrait avoir aussi un lien, notamment sur les pays du Sud. Non, pour le moment, c'est-à-dire en termes de transmission au prix, je ne pense pas, c'est-à-dire que, parce que quand même le marché des capitaux marocains n'est pas très relié au marché des capitaux internationaux. C'est-à-dire la posture ou la position dans laquelle se situe le Maroc n'est pas celle de la Banque centrale européenne en matière de c'est-à-dire de connectivité avec le marché américain. Et maintenant, on subit la politique monétaire américaine ou celle de la BCE au niveau du marché financier international. Parce que lorsqu'il y a un resserrement de la politique monétaire, donc du coût de l'argent... Qui dit resserrement, dit hausse des taux. Hausse des taux, donc ça agit sur le marché des capitaux internationaux, sur le coût du financement, et donc ça impacte le financement du Trésor et donc de l'État. Donc c'est ça le principal effet. Maintenant, si on va dans l'autre sens, c'est-à-dire le fait que cette politique monétaire de resserrement aboutira ou permettra une certaine régression des prix, donc c'est quelque chose quelque part de positif, puisque finalement l'inflation que nous avons aujourd'hui au Maroc, ou cette progression du taux d'inflation, elle est quelque part liée au prix observé ou à l'inflation mondiale.
Donc, Et comment, justement, ce resserrement monétaire, donc il va certainement impacter les entreprises américaines, je parle toujours, et automatiquement la demande aussi. Donc est-ce que cela ne risque pas d'impacter l'ensemble de la chaîne de valeur par ricochet? La chaîne de valeur ici au Maroc. C'est-à-dire quand je dis la chaîne de valeur, c'est-à-dire la demande, qui dit production, qui dit croissance, qui dit croissance dit automatiquement une diminution de la croissance mondiale impactée par la décroissance aux États-Unis. C'est clair que quand on mène une politique monétaire de maîtrise de l'inflation, donc ça a un effet récessif. Parce qu'on met, in fine, ça aboutit à l'injection de moins de liquidités dans l'économie. Et donc, par conséquent, ça impacte globalement la croissance, toute chose étant égale par ailleurs. Mais est-ce qu'on ne risque pas de subir cela, nous, de manière négative? Il y a un risque à travers le canal des exportations de toute notre recette en devises. Mais on ne peut pas dire que cet impact sera tellement important parce qu'il faudrait bien sûr décomposer ça et voir la ventilation de nos exportations. Aujourd'hui, si on prend les exportations de phosphates, elles sont quelque part corrélées au pétrole. Si on prend peut-être le marché automobile, il subit ça, par exemple. Quand on prend les autres recettes touristiques, textiles, etc. Donc il faudrait voir ça. Et la connectivité d'une manière globale. Globalement, on peut dire qu'il y a un impact négatif, mais vu la diversification de nos exportations aujourd'hui et la dynamique des exportations, c'est-à-dire on a quand même des instruments pour amortir ce choc-là. Et quid de nos partenaires historiques, l'Europe, l'Union européenne? Si la Banque centrale européenne maintient un durcissement de sa politique monétaire, est-ce que cela risque d'impacter de manière négative notre croissance pour 2023, du moins? Après, nous viendrons, bien sûr, j'essaye de parler global, et puis nous arriverons à la politique monétaire marocaine. Bon, certainement, mais pas, comme je l'ai dit, ça reste tributaire de toute cette capacité qu'a pu développer le Maroc durant les dernières années, parce que heureusement qu'on n'a plus, il y a quand même une tendance à une certaine, non pas indépendance, ou à une certaine diversification régionale de nos exportations. Et donc, je ne pense pas que ça va tellement impacter nos exportations. Mais certainement, il y aura un impact s'il y a une récession ou une pression récessive dans la zone euro. Oui, un commentaire là-dessus, Zakaria Firanou, surtout sur les répercussions de la politique monétaire qui dépassent les frontières, en fait, en gros. Bon, sincèrement, c'est une question très complexe, mais en même temps, c'est une question économique très fondamentale, et surtout en termes d'économie internationale, parce que normalement, avant de répondre à la question, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle les grandes économies et les petites économies. Les grandes économies, ce sont des économies dont la politique monétaire et la politique budgétaire n'impactent pas uniquement le territoire national, mais le territoire international. Là, je parle de la Fédérale Réserve. Dans la Fed et de la BCE. De la BCE. Ce sont ce qu'on appelle les grandes économies, ou ce qu'on appelle large economies. Ils sont très grandes. Et nous avons l'economic scale, ça veut dire comme l'économie du Maroc, les pays émergents, les petits pays émergents, etc. Et donc la politique monétaire dans les deux, on ne peut pas l'avoir de la même manière. Pourquoi ? Parce que lorsque vous modifiez le taux d'intérêt au niveau des États-Unis, normalement, vous êtes en train de jouer avec le taux de change, qui est un taux de change flottant. Ça, il faut savoir. Et donc, automatiquement, lorsque vous jouez avec ça, la monnaie, qui est le dollar, elle est demandée pas uniquement dans le territoire national, elle est demandée dans le territoire international. Donc, même si vous faites ce qu'on a appelé tout à l'heure le seigneuriage, automatiquement, il n'y aura pas une inflation qui viendra de la monnaie, parce que le dollar est demandé à l'extérieur des États-Unis. C'est ce que vous avez dit dans les paroles, je ne me souviens pas du nom, c'est ce qu'il veut dire implicitement. OK ? Deuxièmement, si je reviens maintenant dans les économies comme le Maroc, soit les économies émergentes, en développement, etc., qu'est-ce qui se passe? Lorsque la politique monétaire d'une grande économie comme la Fédérale Réserve ou la BCE, elle change, la question qu'il faut se poser au Maroc, ou dans les pays comme le Maroc, ce sont des petites économies, si on peut dire ça, il faut se poser la question, est-ce que nous respectons ce qu'on appelle le triangle de Mandan-Fleming? C'est un triangle qu'on doit connaître. Bon, je ne vais pas faire un cours ici, mais je vais le simplifier. Pourquoi pas? Voilà. Pour simplifier la chose, c'est que normalement, pour que la transmission des politiques monétaires étrangères des grands pays passe, il faut que deux conditions existent. Premièrement, il faut qu'il y ait un compte capital ouvert totalement.
Et il faut également qu'il y ait un taux de change flexible. Au Maroc, on n'a pas les deux conditions. Nous avons un taux de change qui est, je dirais, de parité. Ça veut dire que nous avons une certaine bande de flottement de ce qu'on appelle le taux de change, 2,5, 2,5. Et également, nous avons un compte capital qui est ouvert partiellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si la Banque centrale américaine ou européenne change sa politique monétaire, la transmission ne passera pas par les flux de capitaux. Elle passera par le canal économique réel. Je vous donne un exemple. Lorsque la crise économique est arrivée en 2008 aux États-Unis, la politique monétaire non conventionnelle s'est activée aux États-Unis, mais l'impact au Maroc, on l'a vu en 2012. Pourquoi? Parce que nous avons attendu le canal économique. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, les politiques monétaires et aussi les politiques budgétaires, parce que n'oubliez pas, la Fédérale Réserve, elle était très féroce. Elle a utilisé la politique monétaire en augmentant les taux directeurs. Il est ramené dans une fourchette maintenant de 4,2, 4,6%, mais il a rajouté avec ça un cadre réglementaire, ce qu'on appelle la loi pour l'inflation. Et donc ça va toucher pas uniquement les liquidités ou ce qu'on appelle un peu les engagements de la politique monétaire au niveau de la Fédérale Réserve, ça va toucher aussi la compétitivité des entreprises américaines au niveau international. Et donc la répercussion sur le Maroc, ça va venir de façon indirecte à travers le canal économique. Et pourquoi? Parce que nous ne respectons pas ce qu'on appelle le triangle de Mandel-Fleming. Pour que notre politique monétaire soit interconnectée avec les autres politiques monétaires, il faut qu'on respecte ce triangle-là qui est très important et qui dépend du degré d'ouverture de notre compte capital et également, il dépend aussi du degré de flexibilité du taux de change. Heureusement qu'on n'est pas encore dans un taux de change flottant, parce que si on était, la catastrophe aurait été encore plus importante. Oui, plus et c'est voilà, et ce qui donne raison aujourd'hui à cette quantité de réserves de change que nous avons et qui constitue notre matelas de sécurité par rapport à ce qu'on appelle les fluctuations des politiques de la BCE et aussi de la Fédérale Réserve. Mais il y a un repli des réserves de change, professeur Bacon. Un léger repli durant l'année 2022. Est-ce que ça a à voir avec le renchérissement du dollar? Non. A priori, non. C'est-à-dire qu'en principe, le dollar, justement, ou cette fluctuation relative du taux de change, elle est censée, en théorie, mettre moins de pression sur les avoirs de réserve. C'est-à-dire qu'en principe, si la monnaie nationale se déprécie par rapport au dollar ou aux autres monnaies, c'est en principe pour mettre moins de poids sur les avoirs de réserve et donc pour les sauvegarder. Mais de toute façon, globalement, l'équation des avoirs de réserve au Maroc, elle dépend des cours énergétiques. Durant les 20 ou 25 ou 30 dernières années, quand les cours des produits énergétiques augmentent sur le marché international, donc il y a une progression très importante des importations, donc qui impacte le compte courant et par conséquent agit sur le marché de change et sur la balance des paiements. Est-ce que aujourd'hui, ce renchérissement, cette force du dollar américain... Sachant que cette année, le Trésor n'est pas sorti sur le marché international, ce qui constituait auparavant un amortisseur, ça joue un élément extrêmement important dans l'équilibre du marché de change. Comment ? Parce que globalement, quand on prend nos recettes et nos dépenses en devises, donc sur les 30 dernières années, il y a quand même une équation simple. C'est que finalement, nous avons un compte courant globalement en moyenne qui est déficitaire, c'est-à-dire que ce que nous dépensons, importation, exportation, plus les transferts des MRE, etc. Mais souvent, nous avons ce déficit, donc au niveau entre les recettes et les dépenses, qui est souvent compensé par les investissements étrangers directs et par les flux nets en termes d'emprunts extérieurs. Cette année, il n'y a pas eu cette sortie sur le marché international qui a certainement impacté la balance des paiements nets ou les avoirs de réserve. Très bien. On a parlé de politique monétaire internationale. Parlons de notre politique monétaire nationale. C'est le sujet que nous traitons en particulier aujourd'hui. Et bien sûr, c'est aussi le résultat et l'annonce à l'issue du Conseil de Banque el-Maghreb. Donc on a eu une première hausse, Zakaria Felanou, le 27 septembre dernier, de 50 points. Ouais. Et là, 50 points de plus, donc 2,5%. Déjà, où se situe cette fourchette par rapport au taux directeur, par rapport à un taux directeur on peut considérer normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation est hausse parce qu'on la compare aux 10-20 dernières années.
mais par rapport à la fluctuation de notre taux directeur, d'un côté, et de l'autre, est-ce qu'elle aura vraiment un impact sur l'inflation, cette décision? Bon, l'augmentation du taux directeur de 100 points de base sur cette période un peu réduite, normalement, je pense qu'on est dans la même lignée des autres banques centrales. Oui. Donc, je ne vais pas dire que c'est un mouvement de mimétisme, mais je vais dire uniquement... À 5 jours près, hein, quand même. Oui, pas tout à du fait. mimétisme. Je dis normalement, on a pris la même séquence. C'est-à-dire même la Fédérale Réserve ou la BCE, ils ont augmenté d'un cran et après, ils ont accéléré leur augmentation. Exact. Et donc là, la question du retard, d'action, de politique monétaire, les réflexions qui sont menées, etc., c'est une question qui s'impose. Et je pense que même M. Louali a répondu à cette question, ça veut dire vaut mieux tard que jamais. Ça veut dire on a réagi, peut-être on a pris du retard, mais normalement, la réaction, elle était là. Maintenant, lorsqu'on augmente... Elle n'arrive pas trop tard pour atténuer l'inflation, vous trouvez? Regardez, maintenant, ça, je parle du premier bloc. Maintenant, c'est le deuxième bloc d'efficacité. Je vais y venir. Je ne raterai pas la question. Je vais parler d'efficacité. Voilà, OK, c'est là où vraiment c'est très important de parler. Maintenant, revenir à 2,5% de taux directeur, moi je pense que pour savoir est-ce que vraiment on devrait augmenter encore plus, est-ce qu'on a augmenté suffisamment, je pense que c'est ça votre première question. Je pense qu'il faut se poser la question, quel est le taux d'intérêt naturel pour l'économie? C'est ça ce que je voulais dire. Quand je dis normal, normal ou naturel? Moi, je transcris de façon économique. Naturel. La question, c'est ça. C'est de savoir quel est le taux d'intérêt naturel pour l'économie marocaine. Je vais vous surprendre pour vous dire qu'on est en deçà du taux d'intérêt naturel de l'économie. Pourquoi? Parce que si on veut calculer un taux d'intérêt naturel, on va se poser la question la plus simple. Quel est le taux qui doit rémunérer le capital? Ça veut dire, si vous renoncez à votre consommation aujourd'hui, quel est pour vous le taux normal qui pourra vous satisfaire pour pouvoir réaliser, je dirais, votre bien-être, si on peut dire ça de façon très simple. Et moi, je dis que, normalement, les études qui sont élaborées, qui sont rares sur le taux naturel, ils peuvent vous dire que le taux naturel de l'économie marocaine, il est entre 5 à 6%. Ah oui, normalement, je vous dis ça. Mais maintenant... On va emprunter aux banques à 20%. S'il vous plaît. J'ai dit le taux naturel. On part avec les taux qui sont appliqués aujourd'hui. Moi, je parle moi, je parle un jargon d'économiste. Le taux naturel est entre 5 et 6%. Maintenant, 5 à 6% en taux directeur. Moi, bien sûr, je répercute ça en tant que consommatrice. Je comprends. Pas d'économiste. Je comprends. Mais je me dis que je vais emprunter à un taux de 17 à 20% chez la banque. Non, ça ne va pas arriver à ce seuil-là. Le problème ici, c'est quoi? Il faut faire l'arbitrage. Là, le vrai problème, ce n'est pas d'arriver au taux d'intérêt naturel, ce qui est un concept économique. Attention, ça ne transcrit pas la réalité. Voilà, c'est la théorie, c'est l'équilibre un peu, si on peut dire ça. Maintenant, et regardez, même la Fédérale Réserve, elle est en train de partir vers 5-6%. Attention, parce qu'il faut revenir au débat. Au niveau de la crise de 2008, celui qui a été par Olivier Blanchard, etc., on parlait quel est le taux d'inflation qui devra être le plus optimal. Vous savez qu'aujourd'hui, les économistes croient que ce n'est pas 2%. Non. Nous, aujourd'hui, nous avons l'ancrage. Je vais revenir à ce concept en efficacité. Nous avons l'ancrage dans notre tête qu'il faut rester dans 2%. Moins de 2%, voilà, c'est ça. 2%, c'est la cible. C'est la cible. Et donc, automatiquement, pour nous, c'est une stabilité des prix. On reste aux alentours. Mais pour les pays qui font ce qu'on appelle le ciblage d'inflation, c'est 2%. C'est la cible. Il faut arriver à ça. Mais maintenant, rien ne me justifie aujourd'hui, économiquement, qu'il faut avoir un taux d'inflation de 2%. Et si je prends les prononcés de Olivier Blanchard, qui était le chef économiste à l'AMF, il vous dit que c'est 4% le taux qui doit être le minimum accepté pour l'inflation pour générer, voilà l'objectif, pour générer les objectifs de développement. Parce que si on veut faire du développement, il faut laisser la machine tourner. Et l'inflation vient de la machine de production. Et donc, si on ralentit un peu la production, est-ce que les pays émergents et les pays qui sont en voie de développement, est-ce qu'ils vont arriver à ces objectifs de développement? Ça, c'est un autre débat. On ralentit la production en augmentant les taux aussi, en augmentant les taux directeurs. Pour baisser l'inflation. Voilà, c'est ça. Oui, normalement. Mais nous, on a accepté un taux d'inflation de 2%. On a accepté que les politiques monétaires soient accommodantes à un niveau des taux d'intérêt qui sont bas. Pourquoi? Pour arriver à générer la croissance. Mais maintenant, lorsqu'on veut générer la croissance, il faut qu'on accepte que le taux d'inflation augmente au-delà de 2%. C'est pas lorsqu'on dépasse 2%, on va réagir. Ça, c'est un grand débat. Moi, j'ai dit, je reviens sur le cas du Maroc. Sur le cas du Maroc, j'ai dit, le taux naturel, il est aux alentours de 5-6%. Mais la conjoncture actuelle du Maroc, les besoins en termes de croissance, les besoins en termes de développement, l'importance du trésor sur le marché conditionnent le niveau des taux d'intérêt qui doivent exister dans l'économie. Et donc, lorsqu'on fait cet équilibrage, on trouve que le taux le taux de base, ou le taux de référence, ou le taux directeur de la Banque centrale doit être entre les 2 à 3%. C'est en fait, je prends un peu, je veux dire,
si je prends le modèle dans sa globalité, avec tous les mécanismes qui existent, parce que la Banque centrale ne va pas uniquement suivre l'inflation. Oui, c'est l'objectif principal, mais il y a d'autres objectifs. C'est la stabilité financière, il ne faut pas oublier. Il faut qu'elle garde la stabilité des marchés. Il faut aussi qu'elle garde la stabilité du modèle bancaire marocain, qui est un modèle très résilient. Il faut aussi qu'elle arrive à répondre à ce qu'on appelle les besoins de croissance. Et donc, tous ces équilibres-là, pour nous, au Maroc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on a considéré qu'il faut un taux d'intérêt entre les 2 jusqu'à 3%. On peut arriver jusqu'à 4%. Et même l'inflation, il faut croire, c'est que même la Banque centrale aujourd'hui, elle ne s'est jamais prononcée sur le taux d'inflation cible. Est-ce qu'elle s'est prononcée? Dans les statuts de Banque al-Maghrib, on parle de stabilité de prix, on ne parle pas de ciblage. Attention, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore arrivé à une certaine maturité d'économie pour dire voilà notre taux qui est la cible, comme d'autres pays, etc. etc. Il ne peut pas être imposé par des institutions comme le FMI? Bon, ça c'est un autre débat. C'est pas qui est imposé. Oui, non. Non, on ne peut pas répondre par oui ou non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais est-ce que, parce qu'il y a des prérequis aussi par ces institutions tout à l'heure, lorsqu'on parlait en off, on a dit que le Maroc, il est en train de sortir pour demander une ligne de crédit de la part du FMI. Oui. Et ça a été déclaré par le Wali. Et donc, normalement, lorsqu'on veut rentrer chez le FMI, etc., il y a des conditions. Vous savez, le FMI, c'est quelqu'un qui est porteur toujours de ce qu'on appelle la stratégie de ciblage d'inflation. Et donc, dans le ciblage d'inflation, tout le monde est d'accord qu'on cible un taux de 2%. D'accord? C'est un dogmatisme, ou je dirais c'est une acceptation. Le Maroc n'est pas encore dans le ciblage d'inflation. Il veut aller vers le ciblage d'inflation. On est toujours dans la stabilité des prix. Dans les statuts, les nouveaux statuts de Banque al-Maghrib, on parle toujours de stabilité des prix. Mais si on va partir vers le ciblage d'inflation, mais c'est normal. La plupart des théoriciens, des économistes parlent d'un ciblage qui va aller vers 2%. Et c'est pour ça que Olivier Blanchard, il a dit non, j'accepte pas. Maintenant, pourquoi il n'accepte pas, c'est une autre question de débat. Maintenant, je pars à la deuxième question, qui est l'efficacité. Maintenant, parler de l'efficacité de la politique monétaire invoque un élément très important. Ce sont les canaux de transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire, je ne peux pas parler d'efficacité que si j'ai une connaissance exacte de ce qu'on appelle les canaux de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire les canaux de transmission? Ça veut dire la décision où est-ce qu'elle va passer dans le secteur, que ce soit financier ou même dans le secteur réel. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons pris la décision en septembre, nous avons pris une décision en décembre. Très bien. Ce qu'on sait, nous, les économistes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un délai de transmission de la politique monétaire. Ce délai, dans tous les travaux, dans tous les pays, il est aux alentours de 1 an et demi à 2 ans. C'est l'horizon de ce qu'on appelle l'effet de la politique monétaire. Et donc maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui pourra vous dire, de façon, je dirais, analytique, mais aussi établie, qu'on peut aujourd'hui évaluer l'action de la Banque centrale. On ne peut pas faire ça. Il faut attendre un horizon, et cet horizon, je le dis, c'est 1 an et demi. Et si 1 an et demi après... Donc, 2024. 1 an et demi, vous le calculez. 2024, septembre. 2024, voilà. Et on pourra ressentir cette hausse de 100 points de base sur le taux directeur. Sauf s'il n'y a pas un ralentissement drastique des produits énergétiques et des produits de matières premières au niveau international. Parce que vous allez les voir directement. J'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit prix échangeable, prix non échangeable. Si le marché à l'international redresse, je dirais, il rentre dans ce qu'on appelle la tendance baissière, on va le voir automatiquement. Mais ça ne sera pas à cause de la politique monétaire. Ça sera par rapport à ce qui s'est passé au niveau international. Maintenant, si on reste dans la même conjoncture et la politique monétaire a réagi maintenant, c'est 1 an et demi. Et à ce moment-là, on pourra dire est-ce que la politique elle était efficace ou pas efficace. Mais je l'ai dit, parce que je dis des choses qui sont vraiment très scientifiques. Je l'ai dit et je le reprends. C'est que ça dépendra des canaux de transmission. Parce que la Banque centrale n'est pas responsable des canaux de transmission. Exemple, si dans l'économie nous avons de l'informel, quelle relation entre l'informel et la politique monétaire? Et les banques. Voilà, bon, ça c'est une question que la Banque centrale va vous dire, c'est pas mon problème. Moi je fais ma politique monétaire, moi je regarde le TMP, le taux moyen pondéré du marché interbancaire, qui est la cible intermédiaire, qui me permet de voir mon efficacité à proximité, mais les problèmes de l'économie, les autres problèmes de l'économie, qui sont parfois des problèmes structurels, ça ne dépend pas de moi. Et c'est pour ça que M. Louali, dont je respecte énormément, il parle beaucoup des politiques structurelles. C'est rarement qu'il parle de politique monétaire. Il parle beaucoup des politiques d'éducation, puis les réformes fiscales. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que les canaux de transmission doivent s'activer de façon efficace au Maroc. Sinon, une politique monétaire est inefficace. J'ai pas dit ça. Enfin, ou en tout cas, ces décisions-là sont inefficaces. J'ai dit que le degré d'efficacité, inefficace, voilà, le degré d'efficacité dépend de la fluidité des canaux de transmission. Alors, peut-être une réaction à Marbako sur ce relèvement des taux, sur l'impact de ce relèvement des taux. Selon professeur Fialanou, donc, ce ne sera pas pour 2023.
est-ce qu'il y a des aspects qui sont plutôt court-termistes, même si, bon, en 2024, c'est court terme aussi, mais beaucoup plus proche, selon vous Moi, déjà, je vois ce relèvement des taux comme un simple ajustement technique pour un peu corriger le déséquilibre qui existe actuellement entre le taux d'intérêt directeur, nominal qui agit sur le taux créditeur, et le taux d'inflation. Puisque d'ailleurs ça a été peut-être repris par le Wali de Banque Maghreb, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui sur des taux d'intérêt réels négatifs. Si on prend le niveau de taux d'inflation enregistré durant l'année 2022, et donc normalement, dans une situation normale, puisqu'on est dans un cadre de finances libérales, donc de marché financier libéral, donc il faut que, que la politique monétaire soit justement neutre, il faut que le taux d'intérêt réel soit en moins positif. Donc par conséquent, la réaction normale de la Banque centrale, c'est d'opérer un ajustement du taux d'intérêt. Donc deuxièmement, l'effet d'annonce qui est extrêmement important, c'est le fait qu'on était, durant à peu près 2 ans, sur une politique monétaire non conventionnelle. C'est-à-dire que le cadre global, général, structurel, normal de la politique monétaire au Maroc, que ce soit au Maroc qu'au niveau international, a été quelque part abandonné. Et on est rentré dans des politiques monétaires non conventionnelles à travers la baisse des réserves obligatoires, la baisse des taux d'intérêt directeurs et d'autres instruments. Donc aujourd'hui, on ferme cette parenthèse. Premier effet d'annonce. Deuxièmement, on fait un ajustement technique léger en matière de taux d'intérêt directeur. Maintenant, en matière d'impact, moi je ne pense pas qu'il y aura un impact extrêmement important, même sur 2 années, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça ne risque pas de ralentir, par exemple, les crédits. Ça n'a pas d'impact sur l'épargne. Non, l'impact sur le taux d'inflation, c'est à travers les crédits. Oui. Parce que normalement, c'est-à-dire le canal de transmission, c'est essentiellement un canal de crédit, c'est-à-dire pour qu'une décision de politique monétaire puisse être efficace, il faut qu'elle puisse aboutir à une baisse des crédits en termes relatifs pour agir sur la baisse de la demande et par conséquent, par la suite, toutes choses étant égales par ailleurs, faire baisser les prix. Or, aujourd'hui, si on regarde les crédits, généralement, globalement, par tranche de crédit, c'est des crédits qui seront théoriquement insensibles à cette variation du taux d'intérêt directeur. Que ce soit les crédits au logement, qui sont sur le moyen et long terme, les crédits aux entreprises, pour une bonne partie qui est constituée d'avances, donc qui sont, c'est-à-dire accordés dans la contrainte trésorerie, et les crédits de financement sur le moyen et long terme qui dépendent plus des perspectives économiques, c'est-à-dire des opérateurs, etc. Ajouter à cela les autres éléments qui rentrent dans l'accès au crédit que l'État essaye de pallier à travers les différents fonds de garantie, etc. Donc quand on prend tout cela d'une manière globale, d'une manière générale, je pense globalement que cette décision n'aura aucun impact, à mon avis, ni sur les crédits à l'économie, que sur la demande et également sur le niveau du taux d'inflation au Maroc. L'épargne Il y aura... Professeur Ferrano. Voilà. Il y aura, je pense, il y aura 2 impacts négatifs qu'il faut vraiment y s'attendre. Au Maroc, c'est que premièrement, il y aura une pression sur le passif des banques. Parce que certainement, ce que vous avez dit, ce qu'a dit mon cher ami Sir Omar, c'est qu'il n'y aura pas une tension sur l'actif, ça veut dire le crédit des établissements bancaires, mais on sait que les ressources des banques sont établies sur le court terme. Et donc, normalement, les contrats sur le court terme, ils vont se modifier rapidement. Et donc, il y aura un changement du coût de financement des banques au niveau de leur passif. Ça, on va le voir de façon instantanée. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre l'horizon pour voir ça. Deuxièmement, il y a un élément très important qu'on oublie, c'est au niveau de l'épargne publique. Donc, l'épargne publique, normalement, je comprends, lorsque vous levez le taux directeur, vous faites ce qu'on appelle un déplacement parallèle de la courbe des taux.
Et donc, si on remarque un peu ce qui s'est passé après septembre, octobre, novembre, vous allez voir que la courbe des taux au Maroc elle a augmenté de façon parallèle. Nous avons les taux d'intérêt, par exemple, les taux de rendement des obligations d'État ou des bons du Trésor qui étaient, par exemple, à 52 semaines, ils étaient à 1,4, 1,5%. Aujourd'hui, ils sont à 2,3, 2,5. Lorsqu'on a augmenté le taux directeur, il faut rajouter aussi 25 à 50 points de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les actifs qui sont détenus par les investisseurs institutionnels, qui sont dans leurs actifs, ils vont se déprécier. Et donc, vous aurez des pertes de valeur dans les actifs des investisseurs institutionnels. Et cela va nous mettre dans une situation un peu particulière. C'est quoi? C'est que si les actifs se déprécient, ça va entraîner une chaîne de ce qu'on appelle, je dirais ça de façon un peu plus scientifique, ça va enchaîner ce qu'on appelle un risque de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire, un risque de liquidité? Ça veut dire qu'il y aura un manque de liquidité sur le marché secondaire des banques du Trésor. Et ça a été signalé par M. le gouverneur parce qu'il a déclaré qu'on pourrait intervenir sur le marché secondaire des banques du Trésor pour pouvoir un peu donner un élan à la liquidité. Et donc là, pourquoi il a indiqué ça? Parce qu'il sait qu'il y aura un effet sur le capital ou sur les actifs qui sont détenus par les investisseurs nationaux. Donc ces deux effets-là, ce sont des effets qui vont... Ça va de soi parce que, regardez, il ne faut pas prendre la Banque centrale. La Banque centrale, sa mission principale, c'est lutter contre l'inflation. Et moi, je crois qu'on ne peut pas se permettre que nous sommes dans une inflation qui est particulière. Mais elle n'est pas que monétaire déjà. Oui, elle est réelle. Mais l'instrument qu'a la Banque centrale, elle n'en a que deux instruments. Elle a soit agir avec le taux directeur, soit elle va commencer à faire ce qu'on appelle des politiques quantitativistes, ça veut dire agir sur la monnaie. Pour l'instant, on n'est pas dans cette situation parce que nous avons toujours l'instrument. La BCE sont en train d'envisager cela, justement. Oui, parce que nous avons toujours l'instrument. La BCE, la Fédérale Réserve, nous avons le taux directeur qui est toujours en action. Et nous n'avons pas, attention, le bilan de la Banque centrale n'est pas rempli d'actifs. La BCE, la Fédérale Réserve, ils ont utilisé ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles. Ils ont commencé à intervenir directement. La Banque centrale n'a jamais intervenu sur le marché en termes de politique non conventionnelle. Parce que nous avons le vrai instrument, qui est le taux directeur. Et donc maintenant, ce que je dis, c'est que la Banque centrale, malgré, attention, lorsqu'on utilise une politique, que ce soit la politique budgétaire ou même la politique monétaire ou la politique de change, elle ne sera pas toujours à impact toujours positif. Non, il y aura, je dirais, un peu des dommages collatéraux dans des cas particuliers, mais l'objectif principal aujourd'hui pour la politique monétaire, c'est de lutter contre l'inflation. Et moi, je vais vous dire encore plus, si je veux approfondir mes propos, je vais vous dire une chose encore différente de ce qu'on croit. La réaction aujourd'hui de la Banque centrale, que ce soit en septembre ou en décembre, croyez-moi, ce n'est pas pour lutter contre l'inflation. Il y a une autre raison. C'est quoi? C'est l'ancrage des anticipations rationnelles. Exact. Et ça a été cité d'ailleurs dans le communiqué de Banque ça a été cité deux fois dans l'histoire du Banque du Maghreb. Et là, je trouve qu'on est en train de passer à un élan très important en termes de politique monétaire. Notre politique monétaire devient équivalente à une politique monétaire des banques centrales très développées. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, il vous dit directement, je ne suis pas en train de suivre le taux d'inflation. Je suis en train d'ancrer vos anticipations. Ça veut dire que je suis en train de changer votre croyance par rapport à l'inflation future. Et vous allez la réaliser. Pourquoi? Parce que vous allez faire les stratégies autoréalisatrices. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, si la Banque centrale elle est crédible, elle vous dit l'année prochaine, vous aurez un taux d'inflation de 3%. Est-ce que vous allez y croire ou non? Si la Banque centrale est crédible, vous allez y croire et vous allez l'introduire dans vos plans d'investissement. Le fait d'introduire cette croyance fait que vous avez y cru et vous avez fait ce qu'on appelle l'autoréalisation de la croyance. C'est ce qu'on appelle l'ancrage des anticipations, des anticipations rationnelles, ou ce qu'on appelle les anticipations autoréalisatrices. Et c'est ce que veut faire la Banque centrale. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle croit dans sa crédibilité. Mais maintenant, pour juger son efficacité, je l'ai dit, il ne faut pas juger maintenant, il faut prendre l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon de la transmission de la politique monétaire, 1 an et demi. Si d'ici 1 an et demi, on arrive vraiment à ce taux d'inflation qui a été dicté ou qui a été ancré dans les anticipations, on va dire que la politique monétaire, elle est efficace au Maroc. Et tenant compte des canaux de transmission. Selon les prévisions du projet de loi de finances, c'est en deçà de cette inflation. Bon, ça c'est autre. C'est un autre débat qu'on a déjà eu d'ailleurs sur ce plateau. Alors, on va peut-être terminer par deux choses. La première, c'est cette ligne de crédit modulable. Les négociations se poursuivent selon le Wali de Banque Maghreb entre le Maroc et le Fonds monétaire international pour bénéficier de cette LCM. C'est un mécanisme de financement qui est réputé pour sa souplesse et assure aux pays admissibles l'accès immédiat à un montant élevé de ressources du FMI sans conditionnalité continue. Fin de citation de M. Abdelatif Jouahri. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une première pour le Maroc? Qu'est-ce qu'une ligne de crédit modulable, professeur Bakou? Bon, il faut revenir peut-être au fond de la chose, au-delà des aspects
un peu peut-être votre question, c'est la différence entre la ligne de crédit modulable et la LPL. Mais l'élément essentiel, le plus important à comprendre, parce que tout cela, c'est des produits qui peuvent être présentés par le Fonds monétaire international comme une banque. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, pour un pays comme le Maroc, par exemple, et d'autres pays, tous les pays presque sont dans cette situation, c'est que sur les marchés des capitaux, sur le marché financier international, quand vous dépassez un certain seuil d'endettement, donc il y a un risque en matière de vos conditions de financement. Soit vous ne pourrez plus lever des crédits à moyen long terme, soit que le coût de votre financement va baisser, soit que peut-être vous n'arrivez même pas, vous ne serez même pas en mesure de pouvoir lever des fonds. Alors, puisqu'il y a des normes au niveau du marché financier international, des normes qui sont peut-être pas toujours logiques, pas toujours partagées par tout le monde, etc., c'est que finalement, il y a ce critère de Maastricht de 60% de l'encours de la dette par rapport au PIB qui reste pas, c'est-à-dire qui reste contestable, mais les marchés sont un peu têtus et suivent ça. Alors, quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire où il y a des risques en matière de levée des fonds, donc le FMI et les pays anticipent c'est-à-dire en sécurisant le pays en matière de financement. Parce que sécuriser, c'est-à-dire, on vous dit, c'est-à-dire il y a un tiers de confiance, qui est le Fonds monétaire international, qui vous dit, quelle que soit l'évolution de votre situation, c'est-à-dire dans les prochaines années, il signe un contrat avec vous, moi, je suis le tiers de confiance et je vais vous financer. Donc, quand vous signez cet accord avec ce tiers de confiance, alors c'est comme une sorte indirecte ou une forme de garantie. Et ça permet aux pays qui recourent à ce genre de pouvoir facilement accéder au marché financier international. Mais le fond du sujet, c'est de sécuriser le financement sur le marché international du pays en question. Parce que le FMI a appris de ses erreurs passées. Quelles sont ces erreurs ? À un certain moment, c'est-à-dire début des années 80, 100 pays qui tombent dans une crise d'endettement. Vous savez, le problème que ça pose pour le marché financier international d'un seul coup. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit aux gens qui ont l'argent, c'est-à-dire aux bailleurs de fonds, il y a un problème, on ne peut pas vous aider, on passe à la restructuration de la dette. Alors le FMI anticipe. Il vous dit, avant de tomber dans cette situation, moi, j'accorde des instruments, mais en contrepartie, bien sûr, c'est-à-dire d'un deal qui est passé, ou peut-être indirect, parce que quand il voit qu'un pays est sur un train ou une trajectoire de réforme, etc., il se porte garant de ce pays pour lui laisser la marge de faire les réformes d'une manière progressive pour qu'elles ne soient pas des réformes brutales et en même temps faciliter, sécuriser son financement sur le marché international. Alors, l'éligibilité du Maroc à cette ligne de crédit modulable dépendra de sa sortie de la liste grise du groupe d'action financière. Qu'est-ce qu'a à voir cette appartenance à une liste jugée comme paradis fiscal et une contraction d'un crédit à l'international, d'une sortie du Maroc sur le marché de la dette. Professeur Ferrano, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'a à voir cela avec ça ? Premièrement, je reviens sur la question de la ligne qui va être octroyée, qui est différente de la ligne de précaution de liquidité. LPL, ouais. Donc la ligne, je dirais des crédits modulables, c'est en fait, moi je trouve qu'il y a deux avantages dans cette ligne. Premièrement, le premier avantage, c'est que ça va nous permettre d'utiliser les fonds à n'importe quel moment. Ça veut dire que c'est un tirage qui peut être effectué à n'importe quel moment par le Maroc, pas comme la LPL. La LPL, il y a des conditions à respecter. Bon, ça ne veut pas dire que la ligne modulable n'a pas de conditions. Il y a des conditions. Et donc, ça va donner plus au Maroc une flexibilité à la sortie à l'international. Ça, c'est un avantage très important en termes d'utilisation qui est adossé à un autre avantage, c'est qu'il n'est pas limité dans le temps, comme la LPL. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser et vous avez une durée entre 3 et 5 ans.
Et donc, ce qui fait que vous avez une marge de temps, une duration, si on peut dire, qui est très importante et qui peut faire bénéficier le Maroc. Il y a un deuxième élément très important, c'est que les conditions d'accès à cette ligne, qui est vraiment très restrictive, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont le privilège d'avoir cette ligne. Et donc, cette ligne-là est conditionnée par, c'est très important à savoir, c'est que par une reconnaissance du FMI de l'efficacité budgétaire, monétaire et aussi une efficacité dans les politiques macroéconomiques. Ça veut dire que si vous êtes éligible à cette ligne, ça veut dire que vous avez une reconnaissance, que vous faites une très bonne gestion macroéconomique des politiques publiques. Vous êtes un bon élève. Oui. Bon, pas bon élève, ce n'est pas un bon terme que je vais utiliser, mais je vais dire vous avez un cadre ou des politiques macroéconomiques qui sont bien établies. D'accord ? Et donc là, c'est une arme, je dirais, double tranchante. Pourquoi ? Vous allez avoir la ligne, mais vous avez une reconnaissance, une notation, un rating qui est élaboré sur vous pour dire que vous êtes fort sur le plan international. Et ça va vous aider à avoir moins de primes de risque sur le marché international. Et donc moi, je vois ça de façon un peu très positive pour le cas du Maroc. Et j'espère que les négociations au mois de mars, comme ça a été déclaré par M. le gouverneur, va réussir pour le Maroc et on pourra avoir cette ligne-là parce que ce n'est pas donné à tous les pays. Je pense qu'il y a 3 ou 4 qui en montent cette ligne de ligne modulable. Très bien. Maintenant, sur votre question, pourquoi c'est conditionné ? Il faut savoir que le FMI, l'OCDE ou les organismes ou les organisations internationales, ils sont dans un cadre de lutte contre ce qu'on appelle soit les évasions fiscales ou soit aussi les flux de capitaux illicites. Et donc, dans ce sens-là, si on veut instaurer une compétitivité, je dirais, loyale au niveau international, il n'y a pas uniquement que l'OCDE, il y a aussi la BIS, il y a aussi la Banque des règlements internationaux qui sont en train de suivre un peu ce qu'on appelle les flux de capitaux illicites. Et donc, on considère que pour pouvoir bénéficier des financements internationaux, pour avoir ce qu'on appelle les financements par les multiparties au niveau international, il faut qu'on respecte un minimum de ce qu'on appelle la transparence, ou je dirais l'équité, ou la compétitivité loyale au niveau des flux de capitaux. Et donc là, c'est pour ça que le FMI, il a conditionné cette ligne-là par rapport à notre sortie de ce qu'on appelle la liste grise. Et je pense que le Maroc, après les réformes qui ont été établies sur le plan fiscal et aussi les éléments qui ont été introduits par la dernière loi de finances, je pense qu'il va réussir à sortir de cette... On comprend mieux quelques éléments de la loi de finances maintenant. Bon, on peut dire ça, oui, d'une façon ou d'une autre, parce que n'oubliez pas que nous avons, au Maroc, nous avons des déficits publics qui sont très importants. Et donc, nous sommes sur une dette interne qui est très importante, qui représente une marge très importante. Et donc, on en parle peu, de cette dette. Oui, on en parle peu, mais on sait que la dette interne est très importante. Et donc, la marge qui nous reste, c'est une marge un peu sur la dette externe. Et donc maintenant, au-delà de ce que représente le montant que vous allez avoir, le Maroc a besoin de la reconnaissance internationale par rapport à sa solidité sur le plan financier. D'accord ? Et donc cette solidité financière qu'il va avoir, s'il est reconnu par le FMI par cette ligne-là, ça va lui permettre d'avoir des financements à l'international. Et n'oubliez pas que le rating du Maroc, lorsqu'il augmente, ça peut attirer aussi les flux de capitaux. Et donc, attirer les flux de capitaux, c'est un des objectifs, pas uniquement de la Banque centrale. Pour attirer les flux de capitaux, c'est Ferrano, on ne va pas se voiler la face, il y a des avantages. Il y a des avantages fonciers, il y a des avantages administratifs / bureaucratiques, et il y a aussi des avantages fiscaux. Et il y a les avantages de développement. Lorsque vous êtes un pays en développement ou un pays émergent, ça veut dire que vous avez encore des besoins dont les investisseurs à l'international peuvent en bénéficier dans votre économie. Ça veut dire que vous avez encore besoin des gens qui vont construire, des gens qui vont faire des routes, etc., etc. Ça veut dire que vous avez de la croissance qui peut être générée de par l'investissement direct à l'étranger. Pas uniquement les avantages qui sont liés à des avantages fiscaux, ou des avantages par rapport à ce que j'appelle les paradis, etc. Mais vous avez des potentiels de croissance, de développement. Nous avons toujours des besoins en ce sens-là. On n'est pas comme les pays développés où on va investir un peu, on a tout. Ça veut dire on a toute l'infrastructure dont on a besoin. Le marché est saturé. Non, le marché est saturé dans d'autres pays. Nous avons de la croissance. Pas uniquement au Maroc, mais aussi en Afrique. L'Afrique a aussi besoin de la croissance. Et donc, il y a des potentialités d'investissement. Et je pense, avoir un créneau et d'augmenter en termes de notation au niveau international et être reconnu à l'international, ça va donner un peu une certaine sûreté par rapport aux investisseurs, aux IDE, ça veut dire les investisseurs directs à l'étranger, de venir et de s'installer. Et c'est dont on a besoin. Et je pense que ça a été dit par le souverain, ça veut dire dans ses discours. Ça a été une source de financement qui a été très, je dirais, soulignée au niveau du rapport sur le nouveau modèle de développement. On doit agir pour pouvoir attirer plus de financement. Et le financement devra être, je dirais, il devra être cautionné par une prime de risque qui soit très réduite parce que, comme vous l'avez dit,
cher Omar, c'est que il faut aussi qu'on regarde un peu ce qu'on appelle notre soutenabilité budgétaire. Parce que la soutenabilité budgétaire ou la soutenabilité de la dette publique dépend de quoi? Dépend d'un taux de croissance. Si nous avons des taux de croissance qui sont aux alentours de 3, 4 à 5%, il faut que la prime de risque ne dépasse pas ce taux. Sinon, on sera insoutenable. Exactement. Ce que nous ne souhaitons pas. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Merci à Kalano, vous. professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, et professeur Bakou, économiste et spécialiste des politiques de change. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci, messieurs. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité à notre émission Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.